Salut à tous. L'ascension fulgurante du parti nazi dans les années 1920 et 1930 n'aurait jamais été possible sans un appui logistique et financier considérable. Si l'idéologie d'une NSDAP séduisait de nombreux citoyens allemands, elle trouvait aussi un écho très favorable chez de puissants industriels. Convaincus que le parti d'Adolf Hitler était le meilleur rempart contre la montée du communisme, plusieurs grandes entreprises ont soutenu le régime nazi, parfois dès ses débuts, et ont ensuite prospéré sous le Troisième Reich. Parmi ces entreprises, certaines existent encore aujourd'hui et sont devenues des géants internationaux: Thyssen, IG Farben, Porsche, Hugo Boss, BMW, Siemens ou encore Krupp. L'un des premiers grands soutiens financiers du parti nazi fut Fritz Thyssen, magnat de la sidérurgie et fervent anticommuniste. Dès 1923, il rencontre Hitler et est impressionné par son discours. Il commence à financer le parti nazi cette même année, notamment en finançant le journal du parti, la Völkischer Beobachter. En 1928, ses contributions augmentent encore, permettant à Hitler d'organiser des rassemblements de plus en plus vastes. Dans ses mémoires, J'ai payé Hitler, publié après la guerre, il raconte comment il a aidé le parti à survivre financièrement. Thyssen n'était pas seul, l'entreprise chimique IG Farben, le plus grand conglomérat chimique du monde à l'époque, contribua largement au financement du parti nazi dès 1931. IG Farben voyait dans le nazisme une garantie contre les mouvements ouvriers et une opportunité d'agrandir son empire industriel. L'entreprise fut ensuite directement impliquée dans l'effort de guerre et dans la production du Zyklon B, utilisé dans les chambres à gaz. Ferdinand Porsche, ingénieur de génie, entretenait des relations étroites avec le régime nazi bien avant la guerre. Il rejoint le parti nazi en 1937 et devient un proche collaborateur d'Hitler, qui lui confie la conception de la Volkswagen dès 1934. Cette voiture du peuple devait démocratiser l'automobile en Allemagne, mais, dès la fin des années 1930, la production en série fut détournée pour l'effort de guerre. Pendant la guerre, Porsche développa des chars d'assaut, notamment le célèbre Tigre I et le Moss, un prototype de superchar jamais mis en service. La marque Volkswagen utilisa également la main-d'œuvre forcée issue des camps de concentration. En 1942, Porsche est directement impliqué dans les discussions visant à intensifier l'utilisation des déportés dans ses usines, notamment à Wolfsburg. Hugo Boss est aujourd'hui une marque de luxe reconnue mondialement, mais peu de gens savent que son fondateur, Hugo Boss, fut un membre actif du parti nazi dès 1931. Son entreprise fut chargée de produire les uniformes des SS, des SA et de la Wehrmacht dès 1934. Les célèbres tenues noires des SS, dessinées pour inspirer la peur et le respect, sortaient directement des usines d'Hugo Boss. L'entreprise utilisa massivement des travailleurs forcés, notamment des prisonniers de guerre français et des déportés polonais, dès 1940. En 1945, après la chute du régime, Hugo Boss fut poursuivi pour son engagement nazi et condamné à une simple amende. Son entreprise survécut cependant et prospéra après la guerre. BMW et Benz, aujourd'hui des géants de l'automobile, furent également impliqués dans l'effort de guerre nazi. BMW commence à collaborer avec le régime dès 1933 en fournissant des fonds NSDAP. Dès 1935, la firme réoriente entièrement sa production vers l'industrie de l'armement, fabriquant des moteurs pour les avions de la Luftwaffe, notamment ceux des célèbres Messerschmitt Bf 109. Benz, de son côté, commence à produire des camions et des moteurs pour les véhicules blindés allemands dès 1934. En 1941, l'entreprise intensifie sa production militaire et utilise massivement des travailleurs forcés, notamment des prisonniers soviétiques et polonais, dans ses usines. Parmi toutes les entreprises impliquées, aucune ne symbolise mieux la fusion entre industrie et pouvoir militaire que Krupp. Depuis le XIXe siècle, cette entreprise familiale était le fournisseur principal d'armement de l'Allemagne. Dès 1931, Alfred Krupp, héritier de l'empire industriel, commence à financer le parti nazi. En 1933, Krupp signe d'énormes contrats de réarmement avec le gouvernement nazi, faisant de son entreprise un acteur clé de la machine de guerre allemande. Krupp fabrique des canons, des tanks et des sous-marins pour la Wehrmacht. À partir de 1940, l'entreprise emploie des dizaines de milliers de travailleurs forcés, notamment des déportés des camps de concentration. Krupp sera jugé après la guerre pour crimes de guerre et condamné à 12 ans de prison. Si ces entreprises ont soutenu Hitler, ce n'est pas uniquement par idéologie.
La crainte du communisme était omniprésente en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Les grandes fortunes industrielles voyaient dans le nazisme un rempart contre une éventuelle révolution prolétarienne. De plus, les contrats de réarmement signés avec l'État nazi garantissaient des profits colossaux. Par exemple, IG Farben vit son chiffre d'affaires exploser après 1933 grâce aux commandes de l'armée. Entre pragmatisme économique et soutien idéologique, ces industriels ont contribué à la machine de guerre du Troisième Reich. Après la guerre, plusieurs de ces entreprises furent éclaboussées par des scandales et certaines, comme Krupp, connurent des procès retentissants. D'autres, à l'instar de Hugo Boss et Volkswagen, ont publiquement reconnu leur passé et exprimé des regrets pour ne pas être inquiétés et jugés. Pourtant, cette collaboration entre industrie et dictature pose encore aujourd'hui des questions morales et historiques. Dans quelle mesure une entreprise peut-elle être responsable des crimes d'un régime ? Cette page de l'histoire industrielle allemande rappelle que le monde économique n'est jamais neutre face aux choix politiques. Si ce sujet vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout de vous abonner pour découvrir d'autres histoires fascinantes du passé. À bientôt.